Bonjour, je m'appelle François Janton, je suis professeur de littérature et de civilisation allemande à l'université Grenoble-Alpes et je m'intéresse en particulier aux cultures populaires et à leur rapport en fait avec les mentalités dans les populations des différents États, des différentes nations. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir des hymnes nationaux des États membres de l'Union européenne. Et mon objectif, ce serait de vous faire écouter ces hymnes un peu autrement, parce que vous les avez souvent entendus lors de manifestations politiques ou sportives. Je ferai mon exposé en 3 parties qui sont d'inégale longueur. La première partie, c'est une réflexion sur les catégories dans lesquelles on peut ranger ces hymnes nationaux des pays membres de l'Union européenne. Le deuxième point, c'est un retour historique sur l'histoire de ces hymnes. Et puis le troisième, c'est une comparaison entre 2 hymnes qui sont antinomiques, à savoir l'hymne dynastique ou l'hymne monarchique du Royaume-Uni, et puis l'hymne de la souveraineté du peuple, qui est l'hymne français, la Marseillaise. Alors d'abord, en ce qui concerne les catégories dans lesquelles on peut ranger ces hymnes, partons d'abord de la musique. Il y a des hymnes lents, qui ressemblent à des cantiques, à des chorales, et qui sont particulièrement répandus dans l'Europe protestante. Ce sont des hymnes souvent d'origine dynastique, et puis on a gardé un peu le modèle de l'hymne dynastique, même si l'hymne ne l'est plus. Et puis on constatera qu'en Europe du Sud, on a plutôt tendance à faire des hymnes entraînants, des hymnes de marche, bien sûr la Marseillaise, mais aussi l'hymne italien, l'hymne espagnol. Alors ça, c'est une distinction qui ne tient pas vraiment la route, parce que si on prend par exemple l'un des premiers hymnes nationaux qui est l'hymne grec, c'est un hymne très lent, et puis l'hymne polonais, ce n'est pas vraiment, c'est catholique, mais ça n'est pas l'Europe du Sud, là c'est un rythme entraînant. Donc voilà une distinction qui peut être commode, mais qui ne tient pas vraiment. Alors il y a une autre distinction, beaucoup plus fine, qui est faite dans un document diffusé par Notre Europe, par l'Institut Jacques Delors, et que vous pouvez télécharger, et qui est un document qui fait la liste et l'analyse des hymnes nationaux, et aussi d'ailleurs des drapeaux. Alors dans ce document, on distingue entre les hymnes monarchiques, entre les hymnes patriotiques. Donc là, pour les hymnes patriotiques, il y a les hymnes qui chantent la patrie de manière vague, c'est-à-dire qui chantent l'amour de la patrie, parce qu'elle s'est libérée, par exemple, et puis les hymnes patriotiques qui chantent les beautés de la patrie, les grands hommes et les grandes femmes qu'elle a produits, par exemple. Et puis il y a les hymnes martiaux, et puis il y a les hymnes qui chantent le droit, la liberté, la justice. Alors, dans cette dernière catégorie, par exemple, on range l'hymne allemand. Là, c'est par exemple un peu dérangeant, parce que l'hymne allemand, il a certes une 3e strophe qui chante le droit, la liberté pour la patrie allemande, mais il en a 2 premières qui ne sont plus chantées, mais elles ne sont pas interdites, qui n'entrent pas dans ce modèle. La 2e strophe, elle entre dans le modèle des hymnes patriotiques. Il est question de la beauté des femmes allemandes, il est question du vin allemand et du chant allemand, et puis du chant ANT. Et puis dans la première strophe, celle-là, elle est problématique, puisque c'est Deutschland über alles, l'Allemagne par-dessus tout. Alors à l'époque, en 1841, quand l'hymne a été écrit, ça voulait dire aimons l'Allemagne, faisons l'Allemagne, parce qu'elle n'existait pas, pensons à l'unité de l'Allemagne. Mais bon, c'est une expression qui a changé de sens, d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne la chante plus. Et puis surtout, il y a des frontières qui sont tracées et qui vont de la Belgique jusqu'à la Russie, donc il n'y a pas de Pologne, pas de République tchèque, pas d'État balte, et puis qui vont du Danemark jusqu'à l'Adige, donc toute une partie de l'Italie actuelle, par exemple, ne serait pas italienne. Donc là, c'est un hymne problématique. Pareil pour les chants martiaux, on met dans la même catégorie l'hymne espagnol qui n'a plus de texte aujourd'hui, qui s'appelle la Marche royale, et l'hymne français. Ça ne va pas non plus, parce que l'hymne français, c'est l'hymne de l'abolition de la monarchie, en tout cas de la lutte contre les monarques, tandis que l'hymne espagnol, c'est un hymne monarchique. Donc il faudra trouver sans doute d'autres façons de définir les hymnes. Pareil pour l'hymne anglais d'ailleurs, qui est un hymne monarchique, mais c'est une monarchie limitée, puisqu'il est question que la reine défende nos lois et qu'elle nous donne toujours motif de l'aimer, c'est-à-dire qu'on n'exclut pas de ne plus l'aimer si jamais elle ne respecte plus nos lois. Donc ce n'est pas un type de monarchie absolue. Alors passons maintenant à l'historique de ces hymnes. L'hymne le plus ancien, c'est l'hymne des Pays-Bas. C'est un hymne de la fin du XVIe siècle, 1579,
et c'est Guillaume de Nassau. Alors qu'est-ce qu'il dit cet hymne? Il dit « Je suis Guillaume de Nassau, de sang allemand, j'ai toujours respecté Dieu et j'ai toujours respecté mon suzerain, le roi d'Espagne. » Alors traduisons, je suis Guillaume de Nassau, de sang allemand, donc je ne suis pas espagnol, et j'ai toujours respecté Dieu, mais je suis plutôt protestant, et l'Espagne est catholique, et donc c'est un hymne en fait de libération nationale, mais sur le mode dynastique. Le deuxième hymne très connu, c'est God Save the King ou the Queen, selon le sexe du souverain, et ça c'est un hymne dont la mélodie, on pense qu'elle est née dans la deuxième moitié du XVIIe, et en tout cas l'hymne est identifié dès la première moitié du XVIIIe siècle, assez tôt. C'est un hymne qui n'est pas d'ailleurs officiellement l'hymne du Royaume-Uni, mais enfin de facto, et il l'était déjà au XVIIIe siècle. Et puis après, il y a l'hymne espagnol, la marche royale, qui date elle aussi du XVIIe au XVIIIe siècle, et puis après vient l'hymne de type nouveau, 1792, la Marseillaise. Alors la Marseillaise n'est pas un chant républicain, hein, c'est juste avant la création de la République, mais dans l'esprit c'est un chant républicain, c'est le chant de la souveraineté du peuple et de la lutte contre les monarques coalisés d'Europe qui veulent empêcher justement l'avènement d'un régime fondé sur la souveraineté du peuple. Et puis après, il y a toute une série d'hymnes patriotiques. Alors, ils ne sont pas encore hymnes, ils sont des chants patriotiques. Tous ces chants-là ne deviendront hymnes que bien plus tard. La Marseillaise, par exemple, en 1879. Alors, le premier hymne patriotique, c'est juste à la fin du XVIIIe siècle, 1797, c'est l'hymne polonais. Alors, à l'époque, il n'est pas hymne, il n'a été hymne polonais que dans les années 20 du XXe siècle, après la refondation de la Pologne, la restauration de la Pologne. Mais qu'est-ce qu'il chante? Il chante le désespoir de ces aristocrates polonais qui sont des officiers et qui se battent aux côtés de Bonaparte contre l'Autriche en Italie. Hein, c'est un chant composé donc, sur le général Dąbrowski. Et cet hymne-là, donc patriotique, est le début de toute une série d'hymnes dans toutes les régions qui sont concernées par l'Union européenne d'aujourd'hui. Pareil du côté des dynasties, puisqu'en Europe il y a surtout des dynasties, ben on s'inquiète, on se dit ah, les Français ont un chant mobilisateur qui est menaçant, c'est un chant international, hein, il est traduit dans de nombreuses langues, il mobilise dans de nombreux pays, il faut que nous ayons un chant pour que notre peuple s'identifie à nous et nous reconnaisse comme l'incarnation de la nation. Alors pareil, en 1797, l'archiduc d'Autriche, qui est empereur d'Allemagne, demande au grand compositeur Joseph Haydn, compose-moi un hymne. Alors on lui compose un hymne, le titre c'est Dieu préserve l'empereur François, hein, notre cher empereur François. Et nous allons avoir ce type d'hymne dans d'autres pays, par exemple la Prusse se dote d'un hymne qui a le même texte, hein, cette fois-ci c'est notre roi, puis après ce sera notre empereur, puisque le roi de Prusse deviendra empereur d'Allemagne en 1871, salut à toi, hein, empereur, chéri du peuple, ou salut à toi, roi, chéri du peuple. Et quel est cet hymne? Eh bien, c'est God Save the King, c'est la même mélodie, c'est-à-dire que les soldats de la Première Guerre mondiale, du côté allemand, avaient le même hymne que les soldats britanniques de l'autre côté, du côté de l'Entente. Alors maintenant, je vais m'arrêter sur les deux hymnes antinomiques, qui sont l'hymne britannique et l'hymne français. Parlons d'abord de l'hymne français. Alors l'hymne français, c'est un geste violent, c'est un hymne violent. Dans le refrain, nous avons qu'un sang impur, autrefois on disait qu'un sang qu'impur, abreuve nos sillons. Bon, c'est un peu dérangeant, faire chanter ça à des enfants, c'est difficile. Faire chanter des hymnes nationaux à des enfants, pas seulement la Marseillaise, c'est toujours difficile, parce que qu'est-ce que les enfants comprennent de ces hymnes nationaux? Cela dit, pourquoi est-ce qu'il est violent cet hymne? Parce qu'il décrit un acte violent, ça a été un geste très violent d'arracher la souveraineté du peuple à des siècles de tradition monarchique. Ça a été très très violent. Si on regardait l'histoire des pays européens, ils sont 28, ils ont tous maintenant des régimes fondés sur la souveraineté du peuple, on verrait que cette souveraineté du peuple, elle a souvent été arrachée à l'histoire par des gestes très violents, par exemple des guerres mondiales. Là, je ne veux pas rentrer ici dans le détail, mais c'est facile à vérifier. Alors, c'est un chant relativement violent, mais qui décrit un acte violent, l'acte de la conquête de la souveraineté du peuple, mais c'est une guerre défensive. Alors, si on entrait dans les détails de l'histoire, c'est la France qui a déclaré la guerre au roi de Bohême et de Hongrie en 1792. Mais enfin,
il y a eu entre 1792 et 1815 un continuum de guerre, et en gros toutes les monarchies coalisées d'Europe contre la France, qui représentaient les idées nouvelles, même encore à l'époque de l'empereur des Français, Napoléon Ier. Alors prenons maintenant l'hymne anglais. Il est serein, il n'est pas violent. L'hymne américain, qui n'est pas européen, est violent. Dans l'hymne américain, 1812, on a la description d'une bataille, et puis on a l'idée que le sang de l'ennemi, donc le sang anglais, lavera la pollution qu'il a causée lorsque cet ennemi a mis le pied sur le sol libre des États-Unis d'Amérique. Mais dans l'hymne anglais, alors l'hymne américain est de 1812, c'est la deuxième guerre d'indépendance, mais il n'a été fait hymne des États-Unis d'Amérique que dans les années 1930. L'hymne anglais, lui, il est très serein, très doux, c'est une mélodie très agréable, mais quand même, il est dit dans cette mélodie que la reine ou le roi doit être victorieux, victorieuse ou victorieux, et puis surtout qu'elle doit faire tomber les ennemis, et qu'elle doit les disperser et les faire tomber. Et ici, le contexte n'est pas celui d'une guerre d'invasion, ce n'est pas l'île Grande-Bretagne qui est menacée d'être envahie, ça a été très peu le cas dans l'histoire. Napoléon a eu un vague projet, 1940, mais enfin, God Save the King, c'est bien antérieur. Mais il s'agit de l'expansion du territoire britannique, il s'agit d'une guerre qu'on pourrait appeler, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, une guerre impérialiste. Donc là aussi, il y a une violence, mais une violence qui est implicite. Alors comment conclure cet exposé? Eh bien, les hymnes reflètent l'histoire des différents États-nations de l'Europe. Des hymnes dynastiques, il y en a maintenant assez peu, il y en a en fait deux, l'hymne des Pays-Bas et l'hymne britannique. Il y a ensuite des demi-hymnes, je dirais, du Danemark et de la Suède, puisque ces pays-là ont aussi des hymnes patriotiques pour décrire les beautés de la patrie. Donc l'hymne monarchique n'est joué ou chanté que lorsque le monarque ou la monarque paraît. Et puis après, il y a toute une série d'hymnes patriotiques. Et puis il y a un hymne qui se distingue un peu du lot, c'est l'hymne français, qui est l'hymne de la conquête de la souveraineté du peuple. Mais ce qui compte, au risque de me répéter, c'est que tous les États ont instauré la souveraineté du peuple, et dans ces cas-là, même l'hymne britannique, qui parle de la reine qui défend nos lois, est tout à fait compatible avec la démocratie très réelle qu'est aujourd'hui la Grande-Bretagne. Alors, reste une question qu'on pourrait poser à la fin, c'est est-ce qu'on pourrait concevoir des hymnes, ou plus généralement ce qu'on appelle des lieux de mémoire, c'est-à-dire des objets de toutes sortes, chants, textes, bâtiments, événements, etc., sur lesquels se grefferait le même affect, le même enthousiasme de la part de tous les États de l'Europe, et un enthousiasme comparable à celui qui se greffe sur chaque hymne national dans chaque pays. Mais ça, c'est un autre sujet, ça pourrait faire l'objet de la prochaine leçon. Merci.